Aladdin a 15 ans. Il vit dans la capitale du royaume de Chine. Son père est mort et sa mère a bien du mal à l'élever. L'adolescent n'en fait qu'à sa tête et passe son temps à jouer dans la rue avec ses amis. Un jour, un étrange s'arrête pour le regarder. Cet étranger était un magicien insigne, que les autres qui ont écrit cette histoire nous font reconnaître sous le nom de magicien africain. C'est ainsi que l'appelleront d'autant plus volontiers, qui était véritablement d'Afrique et qu'il n'était arrivé que depuis 2 jours. Soit que le magicien africain, qui se connaissent en physionomie, eut remarqué dans le visage d'Aladin tout ce qui était absolument nécessaire pour l'exécution de ce qui avait fait le sujet de son voyage, ou autrement, il s'informa adroitement de sa famille, de ce qui était et de son inclination. Quand il fut instruit de tout ce qu'il souhaitait, il s'approcha du jeune homme et, en le tirant à part à quelques pas de ses camarades, « Mon fils, lui demanda-t-il, votre père ne s'appelle-t-il pas Mustapha, le tailleur? Oui, monsieur, répondit Aladdin, mais il y a longtemps qu'il était mort. À ces paroles, le magicien africain se jeta au cou d'Aladin, l'embrassa plusieurs fois, les larmes aux yeux, accompagnées de soupirs. Aladin, qui remarqua ces larmes, lui demanda quel sujet il avait de pleurer. « Ah, mon fils, s'écria le magicien africain, comment pourrais-je m'en empêcher? Je suis votre oncle, et votre père était mon bon frère. Il y a plusieurs années que je suis en voyage, et dans le moment que j'arrive ici, avec l'espérance de le revoir et de lui donner la joie de mon retour, vous m'apprenez qu'il est mort. Je vous assure que c'est une douleur bien sensible pour moi de me voir privé de la consolation à laquelle je m'attendais. Mais ce qui soulage un peu mon affliction, c'est que, autant que je puis m'en souvenir, je reconnais ces traits sur votre visage, et je vois que je ne me suis pas trompé en m'adressant à vous. » Il demanda à Aladin, en mettant la main à la bourse où demeurait sa mère. Aussitôt, Aladin satisfit à sa demande, et le magicien africain lui donna en même temps une poignée de menue monnaie, en lui disant « Mon fils, allez trouver votre mère. Faites-lui bien mes compliments, et dites-lui que j'irai la voir demain, si le temps me le permet, pour me donner la consolation de voir le lieu où mon bon frère a vécu si longtemps et où il a fini ses jours. » Aladin, tout content, raconte ensuite cette rencontre avec sa mère, qui lui assure qu'il n'a pas d'oncle, car le seul qu'il avait est mort depuis longtemps. Le lendemain, le magicien africain aborda Aladin une seconde fois. Comme il jouait dans un autre endroit de la ville avec d'autres enfants, il l'embrassa, comme il avait fait le jour précédent, et lui en mettant 2 pièces d'or dans la main, il lui dit « Mon fils, portez cela à votre mère, et dites-lui que j'irai la voir ce soir, et qu'elle achète de quoi souper, afin que nous mangions ensemble. Mais auparavant, enseigne-moi où je trouverai la maison. » Il lui enseigna, et le magicien africain le laissa aller. La mère d'Aladin emploie donc l'argent offert pour préparer un bon repas. Le soir, le magicien arrive avec du vin et des fruits. Après que le magicien africain eut mis ce qu'il apportait entre les mains d'Aladin, il salua sa mère et il la pria de lui montrer la place où son frère Mustapha avait coutume de s'asseoir sur le sofa. Elle lui montra, et aussitôt, elle se prosterna, et il baisa cette place plusieurs fois, les larmes aux yeux, en s'écriant « Mon pauvre frère, que je suis malheureux de ne pas être arrivé assez à temps pour vous embrasser encore une fois avant votre mort. » Quoique la mère d'Aladin l'en pria, jamais il ne voulut s'asseoir à la même place. « Non, dit-il, je m'en garderai bien, mais souffrez que je me mette ici vis-à-vis afin que je suis privé de la satisfaction de l'y voir en personne. Comme père d'une famille qui m'est riche, je puisse au moins l'y regarder comme s'il était présent.
La mère d'Aladin ne le pressa pas davantage et elle le laissa dans sa liberté de prendre la place qu'il voulut. Le magicien explique alors à la mère d'Aladin qu'il a quitté le pays depuis fort longtemps, qu'il a beaucoup voyagé et que c'est la grande ressemblance d'Aladin avec son père qui lui a permis de reconnaître en lui son neveu. Il déplore la mort de son frère tant aimé, puis il propose de prendre en charge l'éducation et l'avenir d'Aladin, de lui acheter une boutique et de lui offrir de beaux vêtements qu'ils iront acheter le lendemain. La mère d'Aladin, qui n'avait cru jusqu'alors que le magicien africain fût frère de son mari, n'en douta nullement après tout le bien qu'il promettait de faire à son fils. Il le remercia de ses bonnes intentions, et après avoir exhorté Aladin à se rendre digne de tous les biens que son oncle lui faisait espérer, elle servit le soupère. La conversation roula sur le même sujet pendant tout le repas, et jusqu'à ce que le magicien, qui vit que la nuit était avancée, prit congé de la mère et du fils, et se retira. Le lendemain matin, le magicien africain ne manqua pas de revenir chez la veuve de Mustapha le tailleur. Comme il avait promis, il prit Aladin avec lui et le mena chez un grand marchand, qui ne vendait que des habits tout faits, de toutes sortes de belles étoffes, pour les différents âges et conditions. Il s'en fit montrer de convenables à la grandeur d'Aladin, et après avoir mis à part tout ce qui lui plaisait davantage, et rejeté les autres qui n'étaient pas de la beauté qu'il entendait, il dit à Aladin, « Mon neveu, choisissez de toutes ces habits celui que vous aimez le mieux. » Aladin, charmé des libertés de son nouvel oncle, en choisit un. Le magicien l'acheta, avec tout ce qui devait l'accompagner, et paya le tout sans marchander. Aladin est fou de joie. Son oncle prétendu l'emmène ensuite dans les endroits les plus fréquentés et les plus riches de la ville. Après lui avoir offert un bon dîner, il l'invite de nouveau à venir, le lendemain, se promener avec lui dans de magnifiques jardins des environs. Aladin se leva et s'habilla le lendemain de grand matin, pour être prêt à partir quand son oncle viendra le chercher, le prendre. Après avoir attendu longtemps à ce qu'il lui semblait, l'impatience lui fit ouvrir la porte et se tenir sur le pas pour voir s'il ne la verrait point. Dès qu'il l'aperçut, il en avertit sa mère, et en prenant congé d'elle, il ferma la porte et courut à lui pour le joindre. Le magicien africain fit beaucoup de caresses à Aladin quand il le vit. « Allons, mon cher enfant, lui dit-il d'un air riant, je veux vous faire voir aujourd'hui de belles choses. » Il le mena par une porte qui conduisait à de grandes et belles maisons, ou plutôt à des palais magnifiques, qui avaient chacun de très beaux jardins dont les entrées étaient libres. À chaque palais qu'il rencontrait, il demandait à Aladin s'il le trouvait beau. Et Aladin, en le prévenant, quand un autre se présentait, « Mon oncle, disait-il, en voici un plus beau que ceux que nous venons de voir. » Cependant, il avançait toujours plus avant dans la campagne. Et le rusé magicien, qui avait envie d'aller plus loin pour exécuter le dessein qu'il avait dans la tête, prit l'occasion d'entrer dans un de ces jardins. Il s'assit près d'un grand bassin qui recevait une très belle eau par un mufle de lion de bronze, et feignit qui était là, afin de faire reposer Aladin. « Mon neveu, lui dit-il, vous devez être fatigué, aussi bien que moi. Reposons-nous ici pour reprendre des forces. Nous aurons plus de courage à poursuivre notre promenade. » Là, ils partagent un petit repas avant de reprendre leur route jusqu'à un endroit isolé et désert. Le magicien demande alors au garçon de ramasser du bois pour allumer un feu. Il avait une si grande quantité de broussailles qu'Aladin en eut bientôt fait un amas plus que suffisant dans le temps que le magicien allumait la lumière. Il mit le feu et, dans le moment que les broussailles s'enflammèrent, le magicien africain y jeta d'un parfum qu'il avait tout prêt. Il s'éleva une fumée fort épaisse et détourna de côté et d'autre, en prononçant des paroles magiques auxquelles Aladin ne comprit rien. Dans le même moment, la terre trembla un peu et s'ouvrit en cet endroit devant le magicien et Aladin.
et fit voir à découvert une pierre d'environ 1,5 pied en carré et d'environ 1 pied de profondeur. Posée horizontalement, avec un anneau de bronze scellé dans le milieu pour s'en servir à la lever. Aladin, effrayé de tout ce qu'il se passait à ses yeux, eut peur et il voulut prendre la fuite. Mais il était nécessaire à ce mystère, et le magicien le retint et le gronda fort, en lui donnant un soufflet si fortement appliqué qu'il le jeta par terre et que peu s'en fallut pour qu'il ne lui enfonçât les dents de devant dans la bouche, comme il parut par le sang qui en sortit. Le pauvre Aladin, tout tremblant et les larmes aux yeux. « Mon oncle, s'écria-t-il en pleurant, qu'ai-je donc fait pour avoir mérité que vous me frappiez si rudement ? J'ai mes raisons pour le faire, lui répondit le magicien. Je suis votre oncle, qui vous tient présentement lieu de père, et vous ne devez pas me répliquer. Mais, mon enfant, ajouta-t-il en se radoucissant, ne craignez rien. Je ne demande autre chose de vous que vous m'obéissiez exactement, si vous voulez bien profiter et vous rendre digne de grands avantages que je peux vous faire. Ces belles promesses du magicien calmèrent un peu la crainte et le ressentiment d'Aladin. Et, lorsque le magicien le vit entièrement rassuré, « Vous avez vu, continua-t-il, ce que j'ai fait par la vertu de mon parfum et des paroles que j'ai prononcées. Apprenez donc présentement que sous cette pierre que vous voyez, il y a un trésor caché qui vous est destiné et qui doit vous rendre un jour plus riche que les grands rois du monde. Cela est si vrai qu'il n'y a personne au monde que vous à qui il soit permis de toucher cette pierre et de la lever pour y entrer. Il n'est même défendu d'y toucher et de mettre le pied dans le trésor quand il sera ouvert. Pour cela, il faut que vous m'exécutiez de point en point ce que je vous dirai, sans y manquer. La chose est de grandes conséquences et pour vous et moi. » Il traversa le jardin sans arrêter, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche, jeta le lumignon et la liqueur, et en la voyant sans humidité, comme le magicien le lui avait dit, il la mit dans son sein, il descendit de la terrasse, et il s'arrêta dans le jardin à en considérer les fruits qu'il n'avait jamais vus quand passait. Ces fruits sont en fait d'énormes magnifiques pierres précieuses, mais Aladin ne se rend pas compte. La diversité de tant de belles couleurs n'émoi, la beauté et la grosseur extraordinaire de chaque fruit lui donnait envie d'en cueillir de toutes les sortes. Ces fruits sont en fait d'énormes et magnifiques pierres précieuses, mais Aladin ne s'en rend pas compte. La diversité de tant de belles couleurs, néanmoins la beauté et la grosseur extraordinaire de chaque fruit lui donna envie d'en cueillir de toutes les sortes. En effet, il en prit plusieurs de chaque couleur et il en emplit ses 2 poches et 2 bourses toutes neuves que le magicien lui avait achetées avec l'habit dont il lui avait fait présenter, afin qu'il n'eût rien que de neuf, et comme les 2 bourses ne pouvaient tenir dans ses poches qui étaient déjà pleines, il les attacha de chaque côté à sa ceinture. Il en enveloppa même dans le pli de sa ceinture qui était d'une étoffe de soie ample et à plusieurs tours, et il les accommoda de manière qu'il ne pouvait pas tomber. Il n'oublia pas aussi d'enfourrer dans son sein, entre la robe et la chemise, autour de lui. Aladin, ainsi chargé de tant de richesses, sans le savoir, reprit en diligence le chemin des 3 salles pour ne pas faire attendre trop longtemps le magicien africain. Et après avoir passé à travers avec la même précaution qu'auparavant, il remonta par où il était descendu et se présenta à l'entrée du caveau où le magicien africain l'attendait avec impatience. Aussitôt qu'Aladin l'aperçut, « Mon oncle, lui dit-il, je vous prie de me donner la main pour m'aider à monter. » Le magicien africain lui dit, «
Mon fils, donnez-moi la lampe auparavant, elle pourrait vous embarrasser. Pardonnez-moi, mon oncle, reprit Aladin, elle ne m'embarrasse pas. Je vous la donnerai dès que je serai monté. Le magicien africain s'opiniâtra à vouloir qu'Aladin lui mît la lampe entre les mains avant de le tirer du caveau. Et Aladin, qui avait embrassé cette lampe avec tous ses fruits dont il était garni de tous côtés, refusa absolument de la donner qui ne fût hors du caveau. Alors, le magicien africain, au désespoir de la résistance de ce jeune homme, entra dans une furie épouvantable. Il jeta un peu de son parfum sur le feu qu'il avait eu soin d'entretenir, et à peine eut-il prononcé 2 paroles magiques, que la pierre qui servait à fermer l'entrée du caveau se remit d'elle-même à sa place, avec la terre par-dessus, au même état qu'elle était à l'arrivée du magicien africain et d'Aladin. Il est certain que le magicien africain n'était pas le frère de Mustapha, le tailleur, comme il s'en était vanté, ni par conséquent oncle d'Aladin. Il était véritablement d'Afrique et il était né, et comme l'Afrique est un pays où l'on n'est plus enchanté de la magie que partout ailleurs, il s'y était appliqué dès sa jeunesse. Et après 40 années ou environ d'enchantement, d'opérations de géomance, de suffumigation et de lecture de livres de magie, il était enfin parvenu à découvrir qu'il y avait dans le monde une lampe merveilleuse, dont la possession le rendrait plus puissant qu'aucun monarque de l'univers. S'il pouvait devenir le possesseur pour une dernière opération de géomance, il avait connu que cette lampe était dans un milieu souterrain au milieu de la Chine, à l'endroit et avec toutes les circonstances que nous venons de voir. Bien persuadé de la vérité de cette découverte, il était parti de l'extrémité de l'Afrique, comme nous l'avons dit, et après un voyage long et pénible, il était arrivé à la ville, qui était si voisine du trésor, mais quoique la lampe fût certainement dans le lieu dont il avait connaissance. Il ne lui était pas permis néanmoins de lever lui-même ni d'entrer en personne dans le lieu souterrain où elle était. Il fallait qu'un autre y descendît, la prendre et la lui mit entre les mains. C'est pourquoi il s'était adressé à Aladin qui lui avait paru un jeune enfant sans conséquence, et très propre à lui rendre ce service qu'il attendait de lui. Bien résolu, dès qu'il aurait la lampe dans ses mains, de faire la dernière suffumigation que nous avons dite, et de prononcer les 2 paroles magiques qui devaient faire l'effet que nous avons vu, et sacrifier le pauvre Aladin à son avarice et à sa méchanceté. Afin de n'en avoir pas de témoin, le soufflet donné à Aladin et l'autorité qu'il avait pris sur lui n'avaient pour but que de l'accoutumer à le craindre et à lui obéir exactement, afin que lorsqu'il lui demanderait cette fameuse lampe magique, il la lui donnât aussitôt, mais il lui arriva tout le contraire de ce qu'il s'était proposé. Enfin, il n'usa de sa méchanceté avec tant de précipitation, pour perdre le pauvre Aladin, que parce qu'il craignit que s'il constatait plus longtemps avec lui, quelqu'un ne vint à les entendre et ne rendit public ce qu'il voulait tenir très caché. Quand le magicien africain vit ses grandes et belles espérances échouer à n'y revenir jamais, il n'eut pas d'autre parti à prendre que celui de retourner en Afrique. C'est ce qu'il fit dès le même jour. Il prit sa route par des détours pour ne pas rentrer dans la ville d'où il était sorti avec Aladin. Il avait à craindre, en effet, d'être observé par plusieurs personnes qui pouvaient l'avoir vu se promener avec cet enfant et revenir sans lui. Le magicien abandonne Aladin à son triste sort et retourne dans son pays. Le jeune homme reste dans l'obscurité, sans manger ni boire, durant 3 jours. Pour se préparer à la mort, il commence une prière et frotte alors l'anneau que le magicien lui a donné. Apparaît soudain un génie qui le libère.
Aladdin retourne chez sa mère. Grâce au génie de la lampe merveilleuse, Aladdin est devenu riche et puissant. Il a épousé la fille du sultan, la princesse Badroulboudour, et vit dans un somptueux palais. Mais le magicien africain a appris par magie qu'il était vivant et a compris qu'il possédait la lampe. Revenu d'Afrique, il se fait passer pour un marchand, s'installe dans un camp et se renseigne sur Aladdin. Il apprend que le jeune homme est parti à la chasse pour quelques jours. Le magicien africain ne voulut pas en savoir davantage. Il prit congé du concierge et en se retirant, « Voilà le temps d'agir, dit-il en lui-même. Je ne dois pas le laisser échapper. » Il alla à la boutique d'un faiseur et vendeur de lampes. « Maître, dit-il, j'ai besoin d'une douzaine de lampes de cuivre. Pouvez-vous me la fournir ?» Le vendeur lui dit qu'il en manquait quelques-unes, mais que s'il voulait se donner patience jusqu'au lendemain, il la fournirait complète à l'heure qu'il voudrait. Le magicien le voulut bien. Il lui recommanda quelques fusses propres et bien polies. Après lui avoir promis qu'il le payera bien, il se retira dans son coin. Le lendemain, la douzaine de lampes fut livrée au magicien africain, qui les paya au prix qui lui fut demandé, sans en rien diminuer. Il les mit dans un panier dont il s'était pourvu exprès, et avec ce panier au bras, il alla vers le palais d'Aladin. Et quand il s'en fut approché, il se mit à crier « Que veut changer des vieilles lampes pour des neuves ?» À mesure qu'il s'avançait, et d'aussi loin que les petits enfants qui jouaient dans la place l'entendirent, ils accoururent et ils s'assemblèrent autour de lui avec de grandes huées, et le regardèrent comme un fou. Les passants riaient. À ce qu'ils imaginaient, il faut, disait-il, qu'il ait perdu l'esprit pour offrir de changer des lampes neuves avec des vieilles. Le magicien africain ne s'étonna ni des huées des enfants, ni de tout ce qu'on pouvait lui dire de lui. Et pour débiter, il continua à crier « Qui veut changer de vieilles lampes pour de neuves ?» Il répéta si souvent la même chose en allant et venant dans la place, devant le palais et alentour, que la princesse Badroulboudour, qui était alors dans le salon, aux 24 croisées, entendit la voix d'un homme. Mais comme elle ne pouvait distinguer ce qu'il criait à cause des huées des enfants qui le suivaient et dont le nombre augmentait de moment en moment, elle envoya une de ses femmes esclaves qui l'approchait de plus près pour voir ce que c'était ce bruit. La femme esclave ne fut pas longtemps à remonter. Elle entra dans le salon avec de grands éclats de rire. Elle riait de si bonne grâce que la princesse ne put s'empêcher de rire elle-même en la regardant. « Eh bien, folle, dit la princesse, veux-tu me dire pourquoi tu ris ?»« Princesse, répondit la femme esclave en riant toujours. Qui pourrait s'empêcher de rire en voyant un fou avec un panier au bras plein de belles lampes toutes neuves, qui ne demande pas à les vendre mais à les changer contre des vieilles? Ce sont les enfants dont il est si fort environné qu'à peine peut-il avancer, qui font tout le bruit qu'on entend en se moquant de lui. » Sur ce récit, une autre femme esclave en prenant la parole. « À propos de vieilles lampes, dit-elle, je ne sais si la princesse a pris garde qu'en voilà une sur la corniche. Celui à qui elle appartient ne sera pas fâché d'en trouver une neuve au lieu de cette vieille. Si la princesse le veut bien, elle peut avoir le plaisir d'éprouver si ce fou est véritablement assez fou pour donner une lampe neuve en échange d'une vieille, sans rien demander de retour. » La lampe dont la femme esclave parlait était la lampe merveilleuse dont Aladdin s'était servi pour s'élever au point de grandeur où il était arrivé, et il l'avait mise lui-même sur la corniche avant d'aller à la chasse.
dans la crainte de la perdre, et il avait pris la même précaution toutes les autres fois qu'il y allait. Mais ni les femmes esclaves, ni les eunuques, la princesse même n'y avaient pas fait attention une seule fois. Jusqu'alors, pendant son absence hors du temps de la chasse, il portait toujours sur lui. On dirait la précaution d'Aladin était bonne, mais au moins qu'il aurait dû enfermer la lampe. Cela est vrai, mais on a fait de semblables fautes de tout temps, ou en fait encore aujourd'hui, et l'on ne cessera d'en faire. La princesse Balbouroutour, qui ignorait que la lampe fût aussi précieuse qu'elle l'était et qu'Aladin, sans parler d'elle-même, eut un intérêt aussi grand qu'il avait qu'on n'y touchât pas et qu'elle fût conservée, entra dans la plaisanterie et elle commanda à un eunuque de la prendre et d'en aller faire l'échange. L'eunuque obéit. Il descendit du salon et il ne fut pas plutôt sorti de la porte du palais qu'il aperçut le magicien africain. Il l'appela quand il fut venu à lui et en lui montrant la vieille lampe. « Donne-moi, dit-il, une lampe neuve pour celle-ci. » Le magicien africain ne douta pas que ce ne fût la lampe qu'il cherchait. Il ne pouvait pas y avoir d'autre dans le palais d'Aladin, où toute la vaisselle n'était pas que d'or ou d'argent. Il la prit promptement de la main de l'eunuque, et après l'avoir fourrée bien avant de son sein, il lui présenta son panier et lui dit de choisir celle qui lui plairait. L'eunuque choisit. Et après l'avoir laissé le magicien, il porta la lampe neuve à la princesse Badroulboudour. Mais l'échange ne fut pas plus tôt fait que les enfants qui firent retentir la place du plus grand éclat qu'ils n'avaient encore fait en se moquant, selon eux, de la bêtise du magicien. Le magicien africain les laissa crier tant qu'ils voulurent, mais sans s'arrêter de plus longtemps aux environs du palais d'Aladin. Ils s'en éloignèrent insensiblement et sans bruit, c'est-à-dire sans crier et sans parier. Davantage est de changer des lampes neuves pour des vieilles. Ils n'en voulaient pas d'autres que celles qu'ils emportaient. Et son silence enfin que les enfants s'écartèrent et qu'ils laissèrent aller. Le magicien retourne ensuite dans son place. Le magicien africain passa le reste de la journée dans ce lieu jusqu'à 1 heure de nuit, que les ténèbres furent les plus obscures. Alors il tira la lampe de son sein et il la frotta. À cet appel, le génie lui apparut. « Que veux-tu » lui demanda le génie. « Me voilà prêt à t'obéir comme ton esclave et celui de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi et ses autres esclaves. »« Je te commande, reprit le magicien africain, qu'à l'heure même tu enlèves le palais que toi ou les autres esclaves de la lampe ont bâti dans cette ville, tel qu'il est avec tout ce qu'il y a de vivant et que tu le transportes avec moi en même temps dans un tel endroit de l'Afrique. » Sans lui répondre, le génie, avec l'aide d'autres génies, esclaves de la lampe comme lui, le transportèrent en très peu de temps, lui et son palais en son entier, au propre lieu de l'Afrique qui lui avait été marqué. Le sultan, très en colère en constatant la disparition du palais et de tous ses occupants, fait alors chercher, arrêter Aladin, le condamne à une mort immédiate. Mais le peuple intervient à temps et sauve le jeune homme en manifestant sa révolte. Le sultan lui ordonne alors de retrouver sa fille, sinon il aura la tête coupée. Si, repartit Aladin, je t'en supplie, votre majesté, de m'accorder 40 jours pour faire mes diligences. Et si dans cet intervalle je
n'y réussit pas, je lui donne ma parole que j'apporterai ma tête au pied de son trône, afin qu'elle en dispose à sa volonté. Je t'accorde les 40 jours que tu me demandes, lui dit le sultan. Mais ne crois pas abuser de la grâce que je te fais en pensant échapper à mon ressentiment. En quelques endroits de la terre que tu puisses être, je saurai bien te retrouver. Aladin est effondré, il quitte la ville. Il se détourna les grandes routes et après avoir traversé plusieurs campagnes dans une incertitude affreuse, il arriva enfin à l'entrée de la nuit au bord d'une rivière. Là, il prit une pensée de désespoir. Où j'irai chercher mon palais, dit-il en lui-même. Dans quelle province, en quel pays, en quelle partie du monde le trouverai-je? Aussi bien que ma mère, que ma chère princesse, le sultan me demande, jamais je n'y réussirai. Il vaut donc mieux que je me délivre de tant de fatigues qui n'aboutiraient à rien, et de tout le chagrin cuisant qui me ronge. Ils allaient se jeter il allait se jeter dans la rivière selon la résolution qu'il venait de prendre. Mais il crut, en bon musulman fidèle à sa religion, qu'il ne devait pas le faire sans avoir auparavant fait sa prière. En voulant s'y préparer, il s'approcha du bord de l'eau pour se laver les mains et le visage, suivant la coutume du pays. Mais comme cet endroit est un peu en pente et mouillé par l'eau qui y battait, il glissa et il serait tombé dans la rivière s'il ne se fût retenu par un petit roc élevé hors de terre d'environ 2 pieds. Heureusement pour lui, il portait encore l'anneau que le magicien africain lui avait mis au doigt avant qu'il descendît dans le souterrain pour aller enlever la pierre précieuse lampe qui venait de lui être enlevée. Il frotta cet anneau assez fortement contre le roc en se retenant dans l'instant, le même génie qui lui était apparu dans ce souterrain où le magicien africain l'avait enfermé. Me parut encore. Que veux-tu? Lui dit le génie. Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave, et celui de tous ceux qui ont l'anneau au doigt, moi et les autres esclaves de l'anneau. Aladin, agréablement surpris par une apparition si peu attendue dans le désespoir où il était, répondit: Génie, sauve-moi la vie une seconde fois, en m'enseignant où est le palais que j'ai fait bâtir, ou en faisant qu'il soit rapporté incessamment où il était. Ce que tu me demandes, reprit le génie, n'est pas de mon ressort. Je ne suis esclave que de l'anneau. Adresse-toi à l'esclave de la lampe. Si cela est reparti, Aladin, je te commande donc, par la puissance de l'anneau, de me transporter jusqu'au lieu où est mon palais, en quelque endroit de la terre qu'il soit, et de me poser sous les fenêtres de la princesse Badroulbourdour. À peine il a achevé de parler que le génie le transporta en Afrique, au milieu d'une prairie où était le palais, peu éloigné d'une grande ville, et le posa précisément au-dessous des fenêtres de l'appartement de la princesse, où il le laissa. Tout cela se fit en un instant. Aladin parvient alors au pied du palais et y pénètre par une porte secrète. Il trouve sa princesse qui lui raconte comment son ravisseur s'y est pris pour prendre la lampe magique, puis déplacer le palais en Afrique. Aladin comprend alors qu'il a affaire au magicien, qui est tombé fou amoureux de la princesse et ne sépare jamais de la lampe. Il signale ensuite qu'il va aller faire une course en ville et demande que les servants guettent son retour pour ouvrir la porte secrète, dès qu'il y frappera. Quand Aladin fut descendu de l'appartement de la princesse et qu'il fut sorti par la même porte, il regarda le côté et l'autre, et il aperçut un paysan qui prenait le chemin de la campagne. Comme le paysan allait au-delà du palais et qu'il était un peu éloigné, Aladin pressa le pas, et quand il l'eut joint, il lui proposa de changer d'habit, et il fit tant que le paysan y consentit. L'échange se fit à la faveur d'un buisson, et quand ils se furent séparés, Aladin prit le chemin de la ville. Dès qu'il y fut rentré, il enfila la rue qui aboutissait à la porte,
et se détournant par les rues les plus fréquentées. Il arriva à l'endroit où chaque sorte de marchand et d'artisan avait sa rue particulière. Il entra dans celle des droguistes et s'adressant à la boutique la plus grande et la mieux fournie. Il demanda au marchand s'il avait une certaine poudre qu'il lui nomma. Le marchand, qui s'imagina qu'Aladin était pauvre, à le regarder par son habit et qu'il n'avait pas assez d'argent pour la payer, lui dit qu'il en avait, mais qu'elle était chère. Aladin pénétra dans la pensée du marchand. Il tira sa bourse et en faisait voir de l'or. Il demanda une demi-drachme de cette poudre. Le marchand la pesa, l'enveloppa et en la présentant à Aladin, il en demanda une pièce d'or. Aladin la lui mit entre les mains et sans s'arrêter dans la ville autant de temps qu'il en fallut. Pour prendre un peu de nourriture, il revint à son palais. Il n'attendit pas à la porte secrète. Elle lui fut ouverte d'abord et il monta à l'appartement de la princesse Badroulboudour. Princesse, lui dit-il, l'aversion que vous avez pour votre ravisseur, comme vous me l'avez témoigné, fera peut-être que vous aurez de la peine à suivre le conseil que j'ai à vous donner. Mes pères liés, et même que vous fassiez violence. Si vous voulez vous délivrer de sa persécution et donner au sultan votre père, donc suivre mon conseil. Continue Aladin, vous commencerez dès présent à vous habiller d'un de vos plus beaux habits, et quand le magicien africain viendra, ne faites pas difficulté de le recevoir avec tout le bon accueil possible, sans affection et sans contrainte, avec un visage ouvert, de manière néanmoins que s'il reste quelques nuages d'affliction, il puisse apercevoir qu'il se dissipera avec le temps. Dans la conversation, donnez-lui à soi persuadé davantage de votre sincérité, invitez-le à souper avec vous et marquez-lui que vous seriez bien aise de goûter du meilleur vin de son pays. Il ne manquera pas de vous quitter pour en aller chercher, alors on attend qu'il revienne. Quand le buffet sera mis, mettez dans un des gobelets pareil à celui dans lequel vous avez coutume de boire la poudre que voici, et en le mettant à part, avertissez celle de vos femmes qui vous donne à boire de vous l'apporter plein de vin au signal que vous lui ferez, dont vous conviendrez avec elle, et de prendre bien garder de ne pas se tromper. Dans la conversation, donnez-lui à connaître que vous faites vos efforts pour m'oublier, et afin qu'il soit persuadé davantage de votre sincérité, invitez-le à souper avec vous, et marquez-lui que vous seriez bien aise de goûter du meilleur vin de son pays. Il ne manquera pas de vous quitter pour en aller chercher. Alors, en attendant qu'il vienne, quand le buffet sera mis, avez coutume de boire la poudre que voici, et en le mettant à part, avertissez celles de vos femmes qui vont donner à boire, de vous l'apporter en plein de vin au signal que vous lui ferez, dont vous conviendrez avec elle, et de prendre bien garde de ne pas se tromper. Quand le magicien sera revenu, et que vous serez à table, après avoir mangé et bu autant de coups
que vous le jugerez à propos, faites-vous apporter le gobelet où sera la poudre. Échangez votre gobelet avec le sien. Il trouvera la faveur que vous lui ferez si grande qu'il ne la refusera pas. Il boira même sans rien laisser dans le gobelet, et à peine l'aura-t-il vidé que vous le verrez tomber à la renverse. Si vous avez de la répugnance à boire dans son gobelet, faites semblant de boire. Vous le pouvez sans crainte. L'effet de la poudre sera si prompt qu'il n'aura pas le temps de faire attention si vous buvez ou si vous ne buvez pas. Quand Aladin eut achevé, je vous avoue, lui dit la princesse, je me fais une grande violence en consentant à faire au magicien les avances que je vois bien qu'il est nécessaire que je fasse, mais quelle résolution ne peut-on pas prendre contre un cruel ennemi? Je ferai donc ce que vous me conseillez, puisque de là, mon repos ne dépend pas moins que le vôtre. Ces mesures prises avec la princesse, Aladin prit congé d'elle et il alla passer le reste du jour aux environs du palais en attendant la nuit pour se rapprocher de la porte secrète. Malgré son aversion pour le magicien, la princesse Badoudour décide de suivre le plan d'Aladin et de recevoir aimablement le magicien. Elle l'invita à partager son repas et lui demanda de lui faire goûter le vin de son pays que l'on dit délicieux. Fou de joie, le magicien lui dit qu'il possède un vin exceptionnel vieux de 7 ans et qu'il va aller en chercher quelques bouteilles. Le magicien africain, plein d'expérience de son prétendu bonheur, ne courut pas chercher son vin de 7 ans. Il y vola plutôt et il revint fort promettamment. La princesse, qui avait pas douté. Quand ils eurent continué de manger et de boire 3 autres coups, la princesse, qui avait achevé de charmer le magicien africain par ses honnêtetés et par ses manières obligeantes, donna enfin le signal à la femme qui lui donnait à boire en disant en même temps qu'on lui apportait son gobelet plein de vin, qu'on remplit de même celui du magicien africain et qu'on lui présenta. Quand ils eurent chacun leur gobelet à la main, « Je ne sais, dit-elle au magicien africain, comment on use chez vous quand on s'aime bien et qu'on boit ensemble comme nous le faisons. Chez nous, à la Chine, l'amant et l'amante se présentent réciproquement à chacun leur gobelet et de la sorte ils boivent à la santé l'un de l'autre. En même temps, elle lui présenta le gobelet qu'elle tenait en avançant l'autre main pour recevoir le sien. Le magicien africain se hâta de faire cet échange avec d'autant plus de plaisir qu'il regarda cette faveur comme la marque la plus certaine de la conquête entière du cœur de la princesse, ce qui le mit au comble de son bonheur. Avant qu'il bût, princesse, dit-il, le gobelet à la main, il s'en faut beaucoup que nos Africains soient aussi raffinés dans l'art d'assaisonner l'amour de tous ces agréments que les Chinois, et en m'instruisant d'une leçon que j'ignorais, j'apprends aussi à quel point que doit être sensible à la grâce que je reçois. Jamais je ne l'oublierai, aimable princesse. J'ai trouvé en buvant dans votre gobelet une vie dont votre cruauté me fait perdre l'espérance si elle eût continué. La princesse Badroulboudour, qui s'ennuyait du discours à perte de vue du magicien africain. « Buvons, dit-elle en l'interrompant.
Vous reprendrez après ce que vous voulez me dire. » En même temps, elle porta à la bouche le gobelet qu'elle ne toucha que du bout des lèvres, pendant que le magicien africain se pressa si fort de la prévenir qu'il vida le sien sans en laisser une goutte. En achevant de le vider, comme il avait un peu penché la tête en arrière pour montrer sa diligence, il demeura quelque temps en cet état, jusqu'à ce que la princesse, qui avait toujours le bord du gobelet sur ses lèvres, vit que les yeux lui tournaient et qu'il tomba sur le dos sans sentiment. Aladin entre dans le salon, récupère la lampe merveilleuse, la frotte et demande au génie de transporter le palais et ses habitants en Chine, où il retrouve le sultan.